Bien, bonsoir et surtout bienvenue ici. Bienvenue et surtout heureux que vous nous accueillez chez vous. Donc, je m'appelle Frédéric Barriot, je suis membre de l'équipe du Centre Justice et Foi. Ce soir, j'aurai l'honneur et surtout le bonheur d'animer cette soirée consacrée au développement régional, organisée conjointement avec le Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement social et le Mouton Noir. Je me réjouis aussi de vous voir si nombreux ce soir. C'est aussi et surtout une immense joie pour moi de me retrouver dans cette belle région où plongent mes racines et mon histoire familiale. Ma mère est en effet native du Bas-Saint-Laurent, plus précisément du village de Saint-Éleuthère sur les rives du lac Poinégamouk. Inutile de dire que l'enjeu du développement régional revêt une grande signification à mes yeux. D'abord, quelques mots sur le Centre Justice et Foi, centre d'analyse sociale fondé en 1983 par les Jésuites du Canada français et d'Haïti. Le Centre Justice et Foi pose un regard critique sur les structures sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses. Il publie la revue Relations que vous tenez en ce moment entre vos mains et organise différentes activités publiques, dont les soirées Relations comme celle-ci. Son secteur Vivre ensemble développe une expertise sur les enjeux d'immigration, de protection des réfugiés, ainsi que sur le pluralisme culturel et religieux. Avant de nous présenter nos panélistes, quelques mots sur la place centrale du développement régional dans la réflexion de la revue Relations et du Centre Justice et Foi au cours des dernières décennies. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, Julien Harvey et l'équipe de Relations publient un dossier coup de poing sur le mal développement régional intitulé « Un Québec cassé en deux ». Ce fut le début d'une longue réflexion sur les clivages économiques et sociaux entre les centres urbains en pleine croissance et des régions périphériques dévitalisées, abandonnées par l'État et soumises aux dictats du marché et du capitalisme néolibéral. Au terme de 3 décennies de gouvernance néolibérale et d'austérité sauvage, lâchons le mot, il nous a paru utile de revisiter cet enjeu essentiel. Plus encore en ce post-mortem post-électoral, et à l'issue d'une campagne où, il faut bien le dire, les enjeux environnementaux et ceux liés au développement régional ont été douloureusement absents. J'aimerais commencer cette animation en partageant avec vous une petite anecdote personnelle, quitte à déroger un peu du protocole. Il y a une dizaine d'années, alors que j'étudiais l'histoire à l'Université Laval, j'avais pris part à un colloque étudiant dont j'étais l'un des co-organisateurs. Lors d'une discussion informelle entre collègues, nous avons pris conscience d'un fascinant dénominateur commun nous unissant. Nous étions presque tous issus de la première génération de Québécois à être nés en ville. Ce qui veut dire que nos parents, nos oncles, nos tantes, et inutile de dire nos grands-parents, étaient presque tous des urbains de fraîche date. Loin d'être une pure abstraction, nos liens avec le territoire et avec l'arrière-pays avaient des noms et des visages en chair et en os. Issus d'une génération qui a grandi avec les fardoches et rigodons de Passe-Partout, nous avons été gavés jusqu'à plus soif de chansons, de romans et de téléromans, célébrant certes les beautés, mais aussi la dureté de l'arrière-pays. Or, cette beauté et cette dureté étaient, là encore, tout sauf des abstractions. J'en veux pour preuve ma famille maternelle, qui a grandi dans un petit village frontalier du bas du fleuve, aux avant-postes du Maine et du Nouveau-Brunswick. Des 14 enfants qu'ont eu mes grands-parents, et oui, seulement 3 sont demeurés dans leur région natale. Une génération plus tard, ils ne sont plus que 2, un cousin et une cousine, à vivre encore dans la région. Qui plus est, au prix de sacrifices difficilement imaginables pour l'urbain que je suis. Ce qui en dit long sur la violence structurelle et symbolique qui s'est abattue sur nos régions. Dans les années 1940, l'écologiste américain Aldo Leopold disait que le drame spirituel de l'homme urbain du 20e siècle, c'est de croire que les aliments qu'il consomme et les denrées qu'il achète sont fabriqués par son épicier ou son marchand. Ce qui en dit long, disait-il, sur la déconnexion qui s'est installée entre la bourgeoisie et les classes urbaines et les réalités de l'arrière-pays agricole, forestier et minier. Ce confort et cette abondance dont nous jouissons, nous, les urbains, a un coût humain et environnemental dont nous sommes trop peu conscients. C'est ce que nous aimerions mettre en exergue au cours de cette soirée. Non pas pour dresser un portrait sombre et accablant, mais au contraire pour tâcher d'imaginer d'autres possibles, d'autres façons de faire, d'autres façons d'habiter, d'aménager et de vivre le territoire. Dans une optique, ce qui est central pour le Centre Justice et Foi, dans une optique, dis-je, de solidarité sociale et même, j'ajouterais, de solidarité territoriale.
C'est à ces questions que tenteront de répondre nos 4 panélistes ce soir. Jean-Philippe Chabot, Isabelle Galland, François l'Italien et Audrey Paquin, que je salue par la même occasion. Ces questions nourriront aussi et surtout notre réflexion collective, réflexion à laquelle vous serez cordialement invités à prendre part. Cette soirée se déploiera en 3 temps, ou si vous voulez en 3 actes. D'abord, une table ronde d'environ 1 heure, au cours desquelles nos panélistes mettront de l'avant des points de vue contrastés mais complémentaires sur le développement régional. Nous prendrons ensuite une courte pause de 15 minutes. Autour de cette pause, vous serez invités, bien sûr, à poser des questions à nos panélistes ou encore à réagir à leurs propos. Nous invitons à vous abonner à la liste de diffusion du Centre Justice et Foi. Nous faisons circuler en ce moment même. Vous pouvez vous abonner, donc laissez nos coordonnées pour vous abonner à notre info, à nos infolettres. Nous demandons à la dernière personne à l'avoir remplie, donc d'avoir la gentillesse de la laisser à la table d'accueil à l'arrière à la pause tout à l'heure. Nous avons également remis une petite fiche d'évaluation rose sur laquelle vous êtes peut-être assis en ce moment. Nous invitons à la remplir à la fin de la soirée pour nous permettre, bien entendu, de devenir toujours meilleurs dans ce sympathique et fantastique travail qu'est celui d'animer ces soirées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'inviterai mon collègue Emiliano Arpin-Simonetti, secrétaire de rédaction de la revue Relations, à nous dire quelques mots sur la revue et surtout sur le numéro fantastique que vous tenez maintenant entre vos mains. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir d'abord. Mon collègue Frédéric a bien résumé en fait le parcours intellectuel, historique dans lequel s'inscrit ce numéro de Relations qu'on vient de sortir, c'est-à-dire dans le prolongement du numéro Un Québec cassé en deux que Relations a sorti en 88, puis qui a été le premier d'une série de 4 ou 5 numéros. En fait, je me souviens plus, on en a fait plusieurs. Sur la thématique du mal développement, en fait, du mal développement régional. Donc c'est ça, on a voulu revenir sur ce dossier-là, après 30 ans, mais surtout après une quinzaine d'années de régime libéral, puis en particulier de régime austéritaire, si on veut, plus précisément dans les 4 dernières années. Étant donné tous les leviers de développement économique et développement social qui ont été soit abolis, soit amputés dans les différentes régions du Québec. Oui, c'est ça que le dossier, en fait, se penche sur des dynamiques qui sont assez transversales. Ne porte pas sur des régions, sur des cas, des études de cas, des cas précis. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aussi organiser des soirées ici, entre autres, pour discuter avec vous, puis avec des gens qui vivent la réalité, la réalité ici dans le Bas-Saint-Laurent, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et on a fait aussi une soirée à Trois-Rivières il y a quelques semaines dans la même optique. Donc, voilà, je ne tarderai pas plus. Je vais laisser nos panélistes discuter, puis merci d'être venus. Oui, puis je vais faire le petit pitch de vente. On offre un spécial pour l'abonnement ce soir. Si vous vous abonnez pour 1 an à la revue Relations, on vous offre 3 numéros des anciens numéros qui sont sur la table ce soir. Donc, voilà. Merci, bonne soirée. Donc, on va enchaîner avec le panel. Je vous présente notre premier panéliste, François l'Italien, sociologue de formation et spécialiste des enjeux de développement régional. Il est chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Dans le sillage de l'article qu'il signe dans le plus récent numéro de Relations, nous lui avons demandé de mettre en lumière les effets pervers du néolibéralisme sur le développement régional. Oui? Oh, pardon. Es-tu trop proche? OK, désolé. Mais non sans esquisser quelques alternatives à ce modèle néolibéral d'aménagement et d'occupation du territoire. Désolé. Il faut toujours Mme Tremblay pour nous ramener à des vérités essentielles.
Bonsoir à tous, à toutes. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Je vais prendre le micro plutôt que... Est-ce que vous m'entendez bien au fond de la salle? Je voudrais d'abord remercier la revue Relations, ses animateurs, le Musée d'histoire régionale pour l'accueil. J'ai beau, moi aussi, être originaire du Bas-Saint-Laurent. C'est quand même moi l'étrange sur le panel. Je vais essayer d'être à la hauteur. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui comme intervention, comme proposition, c'est une lecture sociologique de la question régionale, appelons-la comme ça, à l'heure du néolibéralisme avancé. Avancé parce qu'on est, il faut le dire, à un moment où le projet de néolibéralisation des États, de l'économie, de la politique, de la société est pratiquement accompli dans son projet initial, c'est-à-dire faire en sorte que les sociétés, en gros, soient impuissantes sur une large gamme d'indicateurs ou d'instruments pour pouvoir maîtriser leur destin économique. Et donc, je voudrais un peu situer la question aujourd'hui, en 2018, du développement régional dans cette phase-là du développement économique de la société, j'ai envie de dire de la globalisation contemporaine. C'est un fait que ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est un constat de base qu'on doit faire. Ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années aux régions, et là je ne mets pas simplement le Québec, mais on pourrait aussi, je pense, élargir ce constat-là à des pays comme la France, l'Allemagne ou d'autres pays dont les régions sont importantes. Ce qui s'est passé au développement des régions a suivi le même parcours que les États. Les États ont été, grosso modo, assujettis à un système de puissance privée, globalisé, transnational, capitaliste, qui aujourd'hui règne en maître et fixe l'agenda de ces États-là. Évidemment, les régions qui sont déjà, d'une certaine façon, assujetties à l'État, sur un certain nombre de données de base, se trouvent encore plus assujetties dans ce contexte-là, évidemment parce que leur interlocuteur privilégié qui était l'État, quand il s'agissait de revendiquer davantage de pouvoir, d'aller chercher des marges de manœuvre pour pouvoir faire cheminer des projets vers d'autres échelles que simplement locales ou simplement artisanales pour qu'elles puissent être porteuses d'un autre modèle, évidemment, quand notre interlocuteur de base se dissout, lui-même accepte d'être subordonné à un autre maître qui est impersonnel, global, dans plusieurs sites qu'on ne peut pas identifier, qui est non imputable, qui n'est pas élu démocratiquement, ça devient d'autant plus difficile pour des personnes qui revendiquent la capacité des régions de se maîtriser elles-mêmes. Donc, ce qui s'est passé aux régions, c'est ce qui s'est passé aux États. Ça, je pense, c'est le premier constat qu'on doit faire. On ne peut pas passer à côté de ça puis se dire, on va penser maintenant à la région en faisant abstraction du reste. Faire abstraction du reste, c'est très dangereux parce que ça nous condamne à ne pas avoir les yeux en face des trous et de ne pas avoir surtout la riposte politique nécessaire pour faire front contre cette nouvelle donne-là. Un constat aussi comme ça, dans l'analyse non simplement des pratiques et des discours sur le développement régional, je constate avec d'autres que les concepts simplement de tout ce qui concerne la critique du néolibéralisme a un peu disparu du décor. On est aujourd'hui sur des problématiques beaucoup plus sectorielles, beaucoup plus pointues, beaucoup plus locales, et tout ce qui concerne l'analyse des structurels, des mécanismes de subordination, de domination économique, ont comme un peu disparu de la carte. Vous allez dire, c'est normal, puisque dans le projet du néolibéralisme, c'est de rendre normale cette situation-là, d'invisibiliser la domination, de rendre le néolibéralisme comme l'eau pour les poissons, d'en faire quelque chose, autrement dit, qui est une donnée naturelle. Mais je constate quand même qu'on en parle moins. Puis ça, c'est un problème. Ça soulève à tout le moins une série de questions. Et je pense que c'est ce genre de questions-là qu'on va devoir reposer à l'avenir si on veut vraiment prendre les questions régionales au sérieux. Alors, au Québec, comment la néolibéralisation avancée s'est traduite? Frédéric en a déjà un peu parlé, et Emiliano dans l'introduction du super bon numéro. En fait,
le gouvernement libéral qu'on a eu pendant 15 ans et qui va peut-être, c'est peut-être du vieux vin dans des nouvelles bouteilles, bon, ce à quoi on va être confronté dans les prochaines années, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que les 15 dernières années ont été marquées par une politique de développement économique, une politique d'État au Québec qui non seulement, acceptait le fait que le néolibéralisme était une nouvelle donne, mais en plus a contribué à accélérer ce phénomène-là, puis à l'intensifier à l'égard de la société québécoise. Philippe Couillard s'en est jamais caché. Sa lecture de chevet, c'est The Fourth Revolution, un ouvrage de pop économie qui a été rédigé par 2 économistes anglais, qui dit en gros quoi? Qui dit les États, depuis les années 80, sont dans une guerre de tous contre tous pour pouvoir éviter de se retrouver dans la cave du palmarès global des États et de faire partie du club select des États déchus. Des shit old countries, comme l'appelait le président des pays du Sud ici, qui est au sud du Québec. Donc, il y a une lutte de tous contre tous parmi les États et toutes les sociétés doivent rivaliser entre elles pour pouvoir justement éviter de se retrouver dans le pétrin. Et pour ça, ils doivent exiger de leur économie, de leurs institutions, de leur société, un effort de mobilisation totale qui les empêche précisément de déchoir dans cet endroit-là. Comme il n'y a plus de règles qui tiennent, comme le commerce international est régi d'abord par des grands investisseurs puis par des grandes variables globales, ben, il n'est plus question de trouver un arrangement ou une architecture qui permettrait d'équilibrer les forces. Au Québec, comment ça s'est traduit? Bien, ça s'est traduit politiquement par le fait qu'il y avait trop de médiation politique, trop d'institutions intermédiaires, trop de CRE, trop de CLD, trop de commissions scolaires, trop de CLSC, trop de contre-pouvoirs sociaux qui empêchent précisément cette mobilisation-là d'être efficace, d'être puissante, de rejoindre immédiatement l'acteur, de le convier à l'effort collectif de guerre économique. Et évidemment, dans les régions, bien, on le sait tous, les CRE qui ont été une espèce de symbole du développement régional, qui n'était absolument pas la panacée, mais qui ont quand même contribué à faire avancer un certain nombre de dossiers, ont été abolis par le gouvernement même qui les avait mis en place. Pas le même gouvernement, mais le même parti. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, résultat des courses? On abolit ces institutions sociales intermédiaires-là, qui étaient supposées être des leviers de développement, puis on laisse les régions se dépatouiller seules, en leur disant, vous devez maintenant vous brander. Dans la globalisation, les régions sont des territoires, ce ne sont pas des régions d'un État, ce sont des territoires, et elles doivent se dépatouiller en trouvant une niche dans la demande globale de produits. Et ceux qui ont, les territoires qui ont le malheur d'être dans la production de commodités, ben, ils vont devoir rivaliser avec la Chine, ou le Venezuela, ou le Nicaragua, ou tout dépendamment de quelle commodité on produit. Est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est du métal, etc. Donc, on doit brander, ce qui veut dire qu'on doit faire migrer notre structure économique et sociale locale vers des trucs différenciatifs qui vont nous singulariser dans l'espèce de magasinage global des investisseurs puis de l'élite qui va vouloir aller tantôt faire du yoga sur les pentes de l'Himalaya, tantôt aller se faire dorer la couette dans un spa au nouveau Club Med qui va apparaître à la petite rivière Saint-François, au Mont-Tremblant. Il y a des enclaves du différenciatif qui naissent un peu partout. Ça, c'est un signe très clair qu'il y a un abandon d'un développement cohérent à l'échelle régionale et nationale qui se fait. L'autre point d'entrée de la néolibéralisation, qui s'est faite de façon très claire avec le Parti libéral, puis qui était adopté comme programme par plusieurs acteurs économiques, c'est évidemment l'économie de service. Quel est le gisement de profit qu'on peut laisser aux mains du privé, puis qui permettrait aussi en même temps à l'État de le rendre plus flexible, plus adaptable, plus malléable? Bien, c'est l'économie publique. Au Québec, on est les champions nord-américains de l'économie publique dans l'économie. Le rôle de l'État et des municipalités ont un rôle économique très important. Si on libéralise l'économie publique, parfait, on va pouvoir donner plus d'argent au privé. Le problème, c'est qu'en région, souvent, l'économie publique joue un rôle structurant à l'échelle régionale. Mon doux Seigneur, que ça va pas vite. Deuxième entrée sur le plan économique, c'est le secteur des ressources naturelles. Et évidemment, le plan Nord, ça a été le projet emblématique pour
dire le Québec est le Québec est de retour sur la map. C'est le cas de le dire, de la grande extraction globale. Les Chinois, les Malaisiens, les Américains ont besoin de terres rares pour les cellulaires. Bien, le Québec is open for business. Et on va libéraliser le nord du Québec pour pouvoir laisser aux investisseurs puis aux extracteurs la possibilité, sur le marché global du minerai, la possibilité d'extraire sans compensation, sans redevance, sans exigence de transformation, etc., etc. Et c'est à ce titre-là que plusieurs régions du Québec ont été interpellées comme régions ressources. On a revu réapparaître ce discours-là des régions ressources. C'est un retour en arrière, c'est une régression extraordinaire. Dans le discours public, puis dans la manière de se représenter de ce que c'est une région. Et donc, ça sanctionnait, ça cautionnait le retour d'un certain extractivisme au Québec. Extractivisme qui est basé, comme vous le savez probablement, sur deux choses. La première, c'est une perte d'emprise sur l'économie, c'est-à-dire le fait que l'économie, les leviers de décision sont situés ailleurs. Et d'autre part, c'est une économie basée sur le ROF, le 3E. Extraire, emballer, exporter. Puis extraire, ça peut vouloir aussi dire des paysages. Hein, la Gaspésie a eu ces dernières années la tentation de se présenter comme une espèce de pourvoyeur en paysage. Plutôt que de dire on va développer une économie régionale, autonome, relativement complémentaire à celle des autres économies. Bon, vous voyez le portrait. Ce retour en force de l'extractivisme, par exemple, ne se fait pas dans le vide, puis il se fait pas sans résistance. Au Québec, on a tout un patrimoine d'expériences puis de manières de voir les régions qui ne sont pas extractivistes précisément et qui reposent au contraire sur une façon de voir les régions comme des milieux de vie. On pourrait dire une logique d'habitation du territoire plutôt que d'extraction des ressources. Et ce patrimoine d'expérience-là, bien, il travaille encore comme une sorte de sédiment des expériences puis de la conscience populaire dans la résistance à l'extractivisme. Ça a donné ses plus beaux fruits entre les années 30 aux années fin 50, début 60, quand toute une série de villages ont été ouverts dans l'arrière-pays sur la base d'un nouveau modèle qu'on voulait développer, basé sur la coopération, les métiers contre le salaire, les établissements contre les grands secteurs, etc., etc. Le problème, c'est qu'évidemment, on a laissé ces villages-là à eux-mêmes. Puis lorsque le BAEQ, dans les années 60, dit on doit rationaliser le territoire, concentrer dans les foyers de peuplement les plus densément habités les populations salariées, bien, les opérations de dignité vont être l'espèce de moment, l'expression dramatique de cet autre modèle-là qui n'a jamais pu vraiment avoir pignon sur rue puis avoir une dignité économique reconnue. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu les outils institutionnels pour pouvoir émerger comme modèle alternatif à l'extractivisme. Et pour conclure, parce que je ne suis pas tout seul à parler, ce qui me semble être à la fois porteur et une limite dans la prolifération d'initiatives qu'on voit apparaître partout au Québec. Je sillonne le Québec à grandeur pour toutes sortes de dossiers à l'Institut pour lequel je travaille, puis c'est extraordinaire le foisonnement d'initiatives qu'il y a. Ça, on ne manque pas ni d'inventivité, ni d'optimisme, ni d'énergie. C'est absolument pas ça qui nous manque. Je vous dirais même que c'est probablement une ressource qu'on a sur le marché, qu'on pourrait revendre. Le problème avec ça c'est ce qui nous avantage, mais le problème, c'est que dans plusieurs cas, il y a un piège du localisme qui se pointe. L'essoufflement du modèle que dans les années 30, aux années 60, on a voulu mettre en place était précisément lié au fait qu'il n'y avait pas de relais institutionnel, de politique pour pouvoir donner à ces modèles-là les capacités d'émerger comme contre-modèles efficaces, au-delà des individus qui le portaient. Or, ce que je constate avec d'autres, c'est que les initiatives qui sont portées par plein d'individus ou de collectifs d'individus valorisent beaucoup le local, valorisent beaucoup, à la limite, le régional, mais négligent ou, on va dire, mettent de côté comme si, par exemple, l'État n'était pas l'un des leurs, puis on a raison de penser que le gouvernement libéral, mais le gouvernement libéral n'était pas l'État québécois. Bien, on a une tendance à penser qu'on n'a pas besoin de ces relais institutionnels-là pour faire lever ces projets-là à une autre échelle, puis les présenter comme une alternative globale qui s'impose aujourd'hui au moment où on doit faire une transition écologique radicale de la société. Ça ne se fera pas à l'échelle locale, la transition, ça va se faire à l'échelle nationale et internationale, dans une dialectique entre les deux niveaux. Voilà.
Merci beaucoup, François, pour cette splendide entrée en matière, du global au local et du local au global, cette tension perpétuelle. Écoutez, je vous présente notre deuxième panéliste, Audrey Paquet. Doctorante en philosophie et citoyenne engagée, Audrey Paquet a pris part à de diverses mobilisations politiques et sociales au cours des dernières années, que ce soit au sein du mouvement étudiant, chez Démocratie Nouvelle ou à Touche pas à ma région Bas-Saint-Laurent. Native du village frontalier de Saint-Marc-du-Lac-Long, nous lui avons demandé de braquer les projecteurs sur les enjeux du mal développement régional tels qu'ils sont vécus dans l'arrière-pays forestier du Témiscouata. Bonjour tout le monde. Je suis désolée pour Madame Tremblay, ma voix n'a pas mué. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Merci pour votre invitation, puis merci à tout le monde pour votre présence. Je crois que c'est aussi un acte de mobilisation que d'être présente ici ce soir. Puis c'est encourageant de voir autant de gens qui se soucient de l'avenir de la région. Bon, espérons qu'il y en aura davantage avec la vidéo. Moi, je viens de Saint-Marc-du-Lac-Long. Saint-Marc-du-Lac-Long, c'est un village d'environ 500 habitants. Mais là, maintenant, c'est descendu à 400. C'est le dernier village avant le Nouveau-Brunswick. Cette année, pour la première fois, l'école primaire n'a pas ouvert ses portes. Donc, c'est le moment où est-ce que ça l'a terminé. C'était une excellente école primaire, soit dit en passant, quoiqu'il y avait peu d'étudiants et étudiantes. Depuis 2010, les personnes qui ont gagné le prix du gouverneur général à l'école secondaire de Ponegamook, il y en a eu 5 sur 8 qui venaient de cette école primaire-là, ce qui prouve d'une certaine façon la qualité de l'éducation que vous trouvez. Mais on perd cette qualité-là, on perd cette expertise-là. Donc, je vais amorcer ma présentation qui s'avère plutôt pas ambitieuse, je crois, pour le temps qui m'est accordé. Donc, j'ai fait mon cégep à Rivière-du-Loup, mon bac en philosophie et sciences politiques à Québec, puis ma maîtrise en philosophie et enseignement collégial, si vous entendez parler d'un emploi. Non. mais là, présentement, j'amorce mon doctorat. OK. En tant que philosophe, je trouvais qu'il était important de bien définir qu'est-ce qu'était le néolibéralisme avant de parler de ses effets. Donc, ce qu'on remarque en premier dans le néolibéralisme, c'est libéralisme. Donc, qu'est-ce qu'est la doctrine libérale? Ça date du 17e, 18e. Ce sont des philosophes qui ont décidé que chaque être humain était tellement important qu'il possédait des droits naturels et qu'on devait socialement protéger ces droits naturels pour lui assurer une certaine liberté. Puisque ce sont des droits naturels, la nature, c'est difficile de la déterminer. Ça va aux aléas de la vie. Donc, quelle est la limite entre quelque chose qui est un droit naturel et qui ne l'était pas? C'était plutôt abstrait. C'est là qu'est née une nouvelle vague, le positivisme. Donc, c'est 18e, 19e, Auguste Comte, entre autres. Puis eux, ils se sont dit non, il est hors de question qu'on reste dans le qualitatif, c'est le quantitatif qui est important. La seule chose de vrai qu'on peut connaître, c'est quelque chose qu'on peut quantifier. Là, je résume beaucoup, là. Mais tout ça pour dire que c'est là où est-ce que ce qui était quantifiable, donc l'économie, est devenu quelque chose de très important. Puis c'est aussi ce qui a mené à la naissance des sciences sociales en général. Il s'agit ensuite d'une logique de gouvernance. Les théoriciens critiques appelaient ça la rationalité instrumentale, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est de rendre les choses les plus efficaces. Donc, un gouvernement, il doit trouver la façon de rapporter le plus d'argent puis de faire rouler l'économie le plus possible. Puis c'est très instrumental. On ne se soucie pas nécessairement de l'humain. Là, on tombe au néolibéralisme, qui est en fait de redéfinir quel type de droit individuel est-ce qu'on doit protéger. Puis on se retrouve à défendre des droits économiques, et ces droits économiques-là, ce sont les droits et les libertés des plus riches.
des personnes qui viennent pas nécessairement du Bas-Saint-Laurent. Là, si on regarde, disons, les statistiques, ça s'est inscrit avec Reagan, avec Thatcher, avec Mulroney. Au Québec, Lucien Bouchard. On ne l'oublie pas, celui-là. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que l'individu se retrouve privé des moyens. L'individu ça encourage une dynamique où est-ce que chaque individu est face lui-même contre le système, contre les services publics. Il doit se battre pour y accéder, il doit se battre pour essayer de trouver son chemin pour pouvoir avoir accès à ce qui, normalement, lui serait dû selon ses droits, entre guillemets, naturels ou selon les différentes chartes des droits et libertés. Puis ça isole les gens, puis ça fait aussi en sorte que les gens sont trop occupés à essayer de trouver un moyen de survivre, puis n'ont pas le temps de se mobiliser. Il faut qu'ils fassent à souper le soir, il faut qu'ils se lèvent le matin de bonne heure pour aller travailler pour un salaire de misère, ce qui est souvent le cas. Parce que maintenant que je passe au point suivant... non, pardon. Je vais aussi ajouter que sociologiquement, comment est-ce que ça s'accompagne, ce type de logique-là, qu'on a vu aussi dans les années 1920, 1930, c'est que c'est souvent accompagné d'un conservatisme, d'une logique sociale où est-ce qu'on essaie de diviser les gens, d'opposer les gens, essayer de faire une espèce de retour aux valeurs semi-traditionnelles, puis où est-ce qu'il y a un repli identitaire, entre autres, bon, c'est mon analyse là, de fin de soirée, là, mais c'est entre autres, selon moi, ce qui a mené au totalitarisme en Europe à cette époque-là. Là, maintenant, c'est la nouvelle vague, il va falloir faire attention. Hein? Voilà. Donc, Touche pas à ma région. Touche pas à ma région, c'est né en 2014. C'était surtout des personnes qui étaient mobilisées pendant la grève de 2012. Il y a eu beaucoup de mobilisation à Rimouski, surtout. Moi, à l'époque, j'étais à Rivière-du-Loup, mais je voyageais. Ça représente 2573 personnes qui ont aimé la page, 1391 personnes en date de tantôt qui étaient dans le groupe Facebook. D'ailleurs, c'est une bonne idée de liker la page et de rentrer au sein de cette communication-là. C'était surtout en réaction à la délocalisation et à la centralisation de plusieurs pouvoirs régionaux, de plusieurs services régionaux aussi, donc c'était vraiment des coupures. C'est là où est-ce que les écoles sont fermes. Les CLSC ferment dans la région de Pointe-Gamouk, c'est ça qui se passe. Les services à la natalité sont plus disponibles dans certaines régions, ce qui rend le vieillissement de la population très difficile à contrer. C'était mené aussi avec le sentiment d'abandon, avec l'espèce de perte d'autonomie puis d'expertise régionale, entre autres au niveau des centres de recherche en environnement. Il y a eu beaucoup de coupures sous l'ère Harper, puis après sous l'ère Couillard. Mais bon, c'est juste la rigueur budgétaire. Puis ce qui est important de noter avec Touche pas à ma région, c'est que c'est une initiative citoyenne. Les autres pages Touche pas à ma région, c'était souvent des initiatives d'élus, tandis que celle-ci, ce sont des gens qui se sont greffés les élus se sont greffés à cette initiative-là, puis on a pu construire ensemble un réseau de communication qui est quand même intéressant. Ça rejoint les gens en périphérie, ça rejoint les gens aussi dans les centres urbains du Bas-Saint-Laurent. Puis je trouve que c'est assez important de pouvoir avoir des outils de communication pour pouvoir s'inspirer des différentes initiatives. Puis comme le territoire est tellement grand, on n'a presque pas le choix de se servir du web pour pouvoir transmettre les informations, essayer de transmettre les mobilisations. Parce que c'est difficile, admettons, quand tu es un village de
quand tu es plusieurs villages de 400 habitants, 1000 habitants, de pouvoir faire des grosses mobilisations, là, tu ne changeras rien si c'est comme ça. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, ce qu'on remarque aussi, c'est que là, je peux vous montrer les statistiques, là, mais les régions où est-ce que il y a le revenu minimum le plus bas, le Témiscouata se classe bon dernier avec, en 2013, avec 20 359 $ de revenus disponibles par ménage, par habitant. C'est le plus bas. C'est suivi par l'Îlet. Ensuite, là, je remonte dans la chaîne. Là. Donc, c'est Témiscouata, l'Îlet, les Basques, Montmagny, Kamouraska, Charlevoix-Est, Rivière-du-Loup et Charlevoix. On s'entend que c'est relativement géolocalisé au Bas-Saint-Laurent. C'est aussi parce que la population est vieillissante et le revenu, c'est la pension. Avec une pension, c'est relativement difficile de pouvoir vivre, faire rouler une certaine économie. La conclusion. Il y a plusieurs problèmes au niveau du développement. Quand on parle de développement, c'est qu'il y a quelque chose au Bas-Saint-Laurent qui est vraiment spécial, c'est le fait qu'on a accès à des gens, mais qui sont de tous les horizons, qui sont riches, qui sont pauvres, qui sont ci, qui sont ça. Chacun compte pour quelque chose, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans les rapports saisonniers. Le Bas-Saint-Laurent, pendant la période des sucres, c'est pas le même Bas-Saint-Laurent pendant le tourisme, c'est pas le même Bas-Saint-Laurent à la rentrée scolaire. Donc, il y a aussi un grave problème dans la logique du développement de ne pas considérer le fait que c'est saisonnier. Puis, j'ajouterais enfin que ce qui fait beaucoup, beaucoup mal à la région, ce sont les coupes dans les services publics, puis ça, c'est gouvernemental. Les conditions de travail des gens qui sont là, qui travaillent pour les aînés, sont déplorables. Il y a personne qui fait ça. Le salaire minimum, tu peux pas vivre avec ça quand tu dois payer ta maison, ton chauffage, puis ta voiture pour te déplacer. Je suis désolée Je vais conclure là, mais vous me poserez des questions. Merci. On a parlé de coupures, de compression budgétaire, on a parlé de dévitalisation. Ça me permet de faire le pont. Donc, effectivement, au cours des derniers mois, il y a plusieurs mouvements sociaux. Moi, j'ajouterais ma année, certains ajouteraient décennies. Hein? Donc, différents mouvements sociaux ont braqué les projecteurs sur les impacts désastreux des mesures d'austérité des dernières décennies sur de vastes secteurs de la collectivité. On a eu un bel exemple ici dans le Témiscouata. Plus encore dans les régions, dites périphériques, hein? Quoique j'aime pas beaucoup le mot. Donc, la gouvernance néolibérale et les mesures d'austérité ont été également immensément dommageables pour les femmes québécoises et plus encore sur celles vivant en région. Aussi, avons-nous demandé à Isabelle Galland, agente sociopolitique au Centre des femmes de la Métis, d'analyser les enjeux de développement régional dans une perspective féministe, en braquant les projecteurs sur les réalités bas-laurentiennes, mais aussi sur les mobilisations des femmes du Bas-Saint-Laurent pour y faire face. Merci, bonsoir. Ma voix a mué, mais j'ai une petite extinction de voix qui traîne, donc je vais essayer de me rendre au bout de mon intervention. Je vous demande de votre indulgence. Merci Frédéric pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais essayer d'être quand même optimiste par rapport à ce qui se passe au niveau du développement régional pour les femmes. Mais je vous dirais que pendant que j'ai fait l'exercice là, de ramasser un petit peu mes idées puis de ramasser un petit peu les informations au niveau des coupures en conditions féminines au Bas-Saint-Laurent, c'est assez déprimant comme exercice parce que j'ai des collègues ici d'ailleurs qui sont dans la salle qui ont travaillé dans les dernières années à la table de concertation des groupes de femmes. Et puis, je vous dirais qu'on a eu des années extrêmement difficiles depuis 2014 en conditions féminines, partout au Québec, mais spécifiquement au Bas-Saint-Laurent. Pour nous, les groupes de femmes, l'austérité ou la rigueur budgétaire, hein, comme certains préfèrent l'appeler, c'est vraiment, c'est pas une politique économique, c'est vraiment une vision idéologique
du néolibéralisme. Puis on est vraiment en résistance par rapport à ce courant-là. Je vous dirais que les groupes de femmes ont cette culture-là de lutte, de résistance, mais que les dernières années ont été éprouvantes et que nous sommes un peu fatigués. On rit, mais c'est pas drôle. Ouais, on rit de fatigue, on rit jaune un petit peu. Dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est un petit peu l'état des lieux des pertes qu'on a eues en conditions féminines, en égalité homme-femme au Bas-Saint-Laurent. Ensuite, je vous propose de continuer avec les dimensions sexistes de l'austérité. C'est sûr qu'il y a des dimensions aussi qui sont racistes, homophobes, classistes aux mesures d'austérité, mais comme moi, je travaille plus en conditions féminines, je vais m'orienter là-dessus. Puis, pour terminer, je vais vous exposer un petit peu les résistances féministes qu'on a mis en place au Bas-Saint-Laurent au cours des dernières années. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Quand j'ai fait le listing, je me suis dit, on est tellement en mode de survivance qu'on a de la difficulté à organiser nos luttes puis à notre analyse critique. Donc, c'est très difficile. Ça vous déprime pas trop? Donc, pour les pertes, les dernières années, comme je vous disais, ont été difficiles. On sait que 80% des emplois dans le domaine de la santé, de l'éducation et du communautaire sont occupés par les femmes. Ça, c'est pas une statistique pour le Bas-Saint-Laurent, c'est partout au Québec. Et ce sont clairement les principaux secteurs qui ont subi le régime minceur des dernières années. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu des emplois de qualité au Bas-Saint-Laurent dans la dernière décennie. Et celles qui sont restées ont clairement vu leurs conditions de travail se détériorer. Il y a des femmes qui sont dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, qui se ramassent avec des conditions de travail qui sont inacceptables, disons-le, des épuisements professionnels, une augmentation du niveau de stress, de l'anxiété. C'est des personnes qui doivent intervenir avec des personnes et qui sont elles-mêmes épuisées et à bout de souffle. Donc, on peut se questionner sur la qualité aussi qu'on offre comme service aux personnes qui sont malades, aux aînés, puis aux enfants qui sont dans notre système d'éducation. Les conséquences aussi des coupures dans les services publics, on les voit dans le milieu communautaire, qui est aussi porté majoritairement par les femmes. Milieu communautaire, tout le monde ici a sûrement fréquenté un organisme communautaire dans sa vie, une maison de jeunes, une maison des familles. On parle des organismes en défense de droits, d'aide au logement, les organismes femmes, bien sûr les centres de femmes, les maisons d'hébergement. Ils sont partout sur le territoire et ils sont bien implantés dans les localités, dans nos diverses municipalités. Quand le secteur public est engorgé parce qu'il n'y a pas de personnel puis il n'y a pas d'argent, ben les gens se retrouvent dans le milieu communautaire. Le milieu communautaire a pour mission de travailler à la transformation sociale. On a une mission de service, mais on a aussi une mission de transformation sociale. Quand on est mobilisé à juste répondre aux besoins des personnes qui sont en détresse, on n'est pas en train de faire de la transformation sociale, on est en train de rendre un service à un individu. On n'est pas en train de faire une démarche d'empowerment où on passe du je au nous, on éteint des feux. Et c'est ça qu'on fait beaucoup dans le milieu communautaire dans les dernières années. Et il y a de l'épuisement professionnel aussi dans le milieu communautaire, je ne le vous cacherai pas. Et une particularité peut-être pour la région, au Bas-Saint-Laurent, la population est vieillissante, là, les statistiques nous le démontrent. Là. Audrey parlait des populations qui vivent des pensions et tout ça au Témiscouata. Bien, ça fait que les personnes vieillissantes qui n'ont pas leur place dans le service public sont relayées dans la sphère intime, hein, les proches aidantes. Les aidantes naturelles, on les appelle plus comme ça parce qu'on s'est aperçu que c'était plus surnaturel que naturel d'être proche aidante. On les appelle les proches aidantes. C'est qui les proches aidantes? C'est des femmes dans la grande majorité des cas. Donc, quand l'État se désengage, ce que ça fait, c'est que c'est relayé dans la sphère intime. Donc, les enfants malades, les aînés, tout ça, les femmes sont vraiment captives de la sphère privée à mettre leur énergie à prendre soin des proches. Il faut que quelqu'un le fasse et ces femmes-là, les proches aidantes, le font avec beaucoup d'amour et beaucoup de dévotion. Mais pendant qu'elles font ça, elles sont pas en train de travailler, de prendre du temps pour elles, d'agir comme actrices dans leur développement de communauté. Il y a eu vraiment, on a parlé des craies qui sont disparues. Monsieur l'Italien disait c'est pas une panacée. C'était pas une panacée, les craies, c'est vrai, mais pour les groupes de femmes, un peu. C'était vraiment
un organe où on avait un siège, d'ailleurs en conditions féminines au conseil d'administration qui était là depuis 2004. Et il y avait un siège aussi qui était réservé aux organismes communautaires. Donc, ce que ça faisait, c'est qu'on était capable d'influencer vraiment la planification stratégique régionale de l'intérieur. On n'était pas des groupes extérieurs qui essaient de faire du lobby pour orienter des choses, faire des pressions. On était vraiment là où les décisions se prennent et on avait une reconnaissance aussi de partenaires privilégiés. Donc, avec la dissolution des CRE, ça s'est tombé. Et, oui, déjà 5 minutes. Et aussi, ce qui est arrivé, c'est que les CRE géraient les ententes de service du secrétariat en conditions féminines. Les budgets en secrétariat en conditions féminines ont été amputés de 50 %. Là, ce qu'on finance, c'est des projets régionaux et interrégionaux. Donc, on doit s'arrimer avec d'autres régions, la Côte-Nord. On n'est plus dans le local du tout, dans le régional. Fait qu'en coupant ces enveloppes-là, ben ce que ça le fait, c'est que en coupant ces ententes-là, c'est qu'il n'y a plus de projets régionaux qui est chapeauté par un organe en développement régional. On a travaillé sur la conciliation travail-famille, la représentativité des femmes dans les lieux de pouvoir, sur les métiers non traditionnels pour les femmes. Donc, il y avait vraiment localement des projets pour les communautés, puis il y avait des enveloppes qui oscillaient entre 80 000 et 120 000 par année. Donc ça a été perdu pour le Bas-Saint-Laurent, puis c'est clair que ça a des impacts sur l'atteinte de l'égalité là, pour les Bas-Laurentiennes, très clairement. Là. Donc ça va très bien. Autre chose aussi, lors de la dernière vague de décentralisation, les groupes féministes ça, j'en ai déjà parlé, je m'excuse, je me mêle dans mes notes. Les comités consultatifs famille-ville, oui, ça, c'est super important d'en parler. Au Bas-Saint-Laurent, on avait, compte tenu que les conseils municipaux sont pas paritaires, on avait réussi à mettre en place des comités famille-ville qui étaient rattachés aux villes. Donc, il y en avait un à Rimouski, il y en a eu un à Matane, Trois-Pistoles, il y en avait dans le Témiscouata aussi. Ça permettait à des femmes élues, des femmes qui n'étaient pas élues, de se familiariser avec la fonction politique, mais ça permettait aussi à des conseils qui étaient loin d'être paritaires, majoritairement masculins, d'avoir un point de vue en conditions féminines et féministes. Fait que ces comités consultatifs-là ont vraiment eu une influence sur des projets d'urbanisme, des projets de toponymie. On disait, il n'y a aucun nom dans ce village-là qui porte le nom d'une femme qui a contribué à l'histoire. T'sais, on peut-tu comme valoriser aussi le travail des femmes dans notre patrimoine historique? Donc, c'était vraiment des trucs hyper concrets. Là, on ne parle pas de l'égalité dans un concept flou. Là, on est dans le territoire, on est dans le développement régional. Et ça, compte tenu que les enveloppes ont été coupées, bien, ça fait que les centres de femmes puis la table de concertation des groupes de femmes ont laissé aller ça. Donc, on perdu ça aussi. Donc, il n'y a plus de comité, ou très peu. Je pense qu'il y en a un encore à Saint-Pascal qui est toujours vivant, qui est tenu un petit peu à bout de bras. Voilà. Donc, ça prend beaucoup d'énergie refaire des partenariats. Puis, quand tu n'as plus de crédibilité aussi, dans le sens que quand tu n'es plus assis à la table où se prennent les décisions, bien, tu es toujours en réaction. On n'arrive pas à être en proactivité puis à influencer directement quand les décisions se prennent. On reçoit les décisions puis on dit « Ah, OK, là, il n'y a vraiment pas d'analyse différenciée selon les sexes qui a été appliquée. Ça a vraiment des impacts, mais on est toujours en train d'essayer de rattraper des choses. Puis on nous écoute si on a envie de nous écouter. Puis si on n'a pas envie, bien, on laisse tomber le point de vue féministe. Puis c'est pas toujours de la mauvaise foi, mais quand les gens sont aussi en survie puis en train d'essayer de faire du développement économique, puis on s'entend-tu que l'égalité homme-femme, c'est quelque chose que tu mets sur ton bureau, puis ça reste parfois des vœux pieux, puis tu dis on le fera quand on aurait éteint nos propres feux, tu sais. Donc, c'est vraiment des grosses pertes pour les groupes de femmes. L'austérité, boy! Bon, ben, je ne parlerai pas de la dimension sexiste de l'austérité parce que je suis persuadée qu'on la connaît. Là. Je pense qu'on a entendu assez parler dans les dernières années. Je vais passer ce point-là. Mais c'est juste pour vous dire que des politiques d'austérité, ça atteint spécifiquement les femmes et que même si Carlos Letao et tous les dirigeants de ce monde nous disent que ce sont des outils technocrates et neutres, qui ne sont pas genrés, qui visent un équilibre budgétaire,
L'ONU tire la sonnette d'alarme partout dans le monde pour dire que lorsqu'il y a des politiques d'austérité, c'est les femmes qui sont les plus touchées par ça. Donc, c'est pas vrai que c'est neutre et qu'il n'y a pas d'impact spécifique pour les femmes. On a juste à voir les investissements qu'on fait au niveau économique. C'est dans le plan Nord, les infrastructures, l'extraction minière. Les femmes sont cantinières et font des ménages à l'hôtel dans des villes où le coût de la vie a augmenté de manière faramineuse. Il y a une augmentation du travail du sexe, il y a une augmentation de la violence conjugale, des agressions sexuelles. Fait qu'on précarise les femmes, puis d'un autre côté, où est-ce qu'on investit, puis on nous dit « Hey, wow, on a des beaux projets », c'est des projets qui enrichissent les hommes et qui précarisent encore les femmes qui vivent dans ces régions-là, la Côte-Nord, pour ne pas la nommer. Donc là, j'ai conclu pour vrai. Moi, je suis habituée d'être en résistance, hein? Non, non. Les règles, là, des fois, non. Je voulais vous dire que les Centres de femmes du Québec, à chaque année, pour terminer avec une résistance, on fait une semaine d'action tannante. Donc, au mois d'avril, on est allé militer devant le bureau du ministre d'Amour. On est allé militer devant le palais de justice de Rimouski aussi pour... Notre slogan, c'est « L'austérité est une violence faite aux femmes ». Et c'est vraiment quelque chose qu'on désire porter, continuer à porter nos résistances. Ça nous oblige, par contre, à prendre une position de recul puis réorganiser nos luttes. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que les femmes, où il y a des lieux ou des espaces où les femmes sont égalitaires, où les femmes s'émancipent, tout le monde y gagne dans la société, tout le monde est gagnant. C'est pas un combat de femmes, ça devrait pas l'être, et c'est pour ça que ça devrait être quelque chose qui est porté par tout le monde, dont les organes de développement régional. Merci, merci. On voudrait conclure ce panorama en braquant les projecteurs donc sur le milieu de l'éducation, surtout dans une ville à la fois collégiale et universitaire comme celle de Rimouski. Donc, je vous présente Jean-Philippe Chabot, professeur de littérature au Cégep de Rimouski, mais aussi poète et romancier. Il est l'auteur de 2 ouvrages dont les titres portent, ma foi, l'odeur du territoire. Comment finissent les arbres, son recueil de poésie publié au Noroît, et en octobre de la même année, au Cartanier, le livre de bois. Ça ne s'invente pas, mesdames et messieurs. Il est aussi et surtout l'auteur d'un volumineux rapport de recherche sur les conséquences du néolibéralisme et des mesures d'austérité des dernières années sur le réseau collégial en général et celui des régions en particulier. Nous lui avons donc demandé de réfléchir avec nous à ces enjeux. Voilà, donc c'est drôle en fait quand Emiliano t'a présenté le dossier Un Québec cassé en deux qui date de 88. Moi, je naissais en 88. Fait que ça veut dire que le Québec va mal depuis que je suis né. Je suis vraiment désolé. Puis en même temps, je suis conscient que je pourrais pas dire à mes enfants, moi, dans mon temps, c'était mieux, tu sais. Donc, voilà, ce sera su. Partant du rapport qu'on a rédigé pour le compte de l'IREC et de la Fédération des étudiants et étudiantes du Québec, on s'était dit d'entrée de jeu qu'on ne voulait pas réitérer ce qui se fait à peu près tous les 4 ans, c'est-à-dire les cégeps, c'est important parce qu'économiquement, regardez, ça apporte ceci, cela, et tout ça est très quantifiable, là, comme disait Audrey tout à l'heure, c'est très important que ça soit quantifiable, sinon c'est un peu, passez-moi le mot, de la merde. Donc, je vais, étant donné que j'ai senti ce besoin-là de l'expliquer, que c'est quantifiable et que c'est bon, les cégeps, quand j'ai fait mon entrevue avec Marc-Olivier Vallée pour le document qui est paru dans la revue Relations le mois passé, ou ce mois-ci, je ne m'en rappelle plus, j'ai senti ce besoin-là d'exprimer les grandes lignes de la dernière recherche de KPMG sur l'importance. KPMG, ça, c'est les CEUS qui sont spécialistes en évasion fiscale, là. Ils ont fait une recherche sur les retombées économiques des cégeps au Québec. Pour le compte de la Fédération des cégeps, un lobby de gros cégeps, et la Fédération Transtech, qui est Transtech, le réseau des centres collégiaux de transfert technologique. Donc, KPMG, l'importance des cégeps, ça donne quoi? Si tu détiens un DEC par rapport à quelqu'un qui détient un DES, ben tu gagnes 560 000 $ de plus par vie que tu vis. Fait que si tu en vis 2, c'est 2 fois ça. Ça donne quoi? Ça donne 210 millions de dollars de plus dans les poches des entreprises. De l'argent sonnant et trébuchant, mesdames et messieurs, ça donne 6,5 milliards
de dollars de gains de productivité dans la société québécoise. Ça donne 1,3 milliard dans les poches des entreprises qui font affaire avec les centres collégiaux de transfert de technologie. Ça donne 2 milliards aux employés et fournisseurs des CCTT. Ça donne, en plus de ça, 1,7 milliard de plus pour les contribuables qui pourront contribuer davantage et être heureux qu'il y ait plus de contributions. Et donc, en veux-tu des chiffres en v'là, je vous en ai donné. Et donc, oui, on peut conclure que les cégeps sont importants. Et c'est sur cette base-là, donc, que je pars et que, en fait, je vous demande pourquoi est-ce que c'est si important que ça, qu'on se répète aussi souvent que les cégeps sont importants. C'est à cette question, donc, que je vais tenter de répondre j'espère que tu vas cacher tes papiers parce que je te jure, je vais me perdre. Raison probable numéro 1 que je veux avancer, c'est qu'on a un modèle différent. Quand on a créé les cégeps, on était très conscient qu'on ne voulait pas une petite affaire, on voulait une révolution. On a opté pour un modèle qui est différent. Il n'est pas comme celui de la mère patrie française. Il n'est pas comme celui de nos voisins, tu as dit tantôt, François, les pays du Sud d'ici. Il n'est pas comme celui des pays du Sud d'ici, nos voisins, les États-Unis. Il n'est pas non plus comme la noble tradition britannique de notre bonne reine. Puis il n'est même pas, en plus, comme celui de l'Ontario. Fait qu'on ne pourrait même pas se comparer comme du monde d'un débat électoral. Bref, c'est différent, les cégeps, et c'est bien ça le problème, parce que ce qui est différent, ben, c'est toujours suspect. Raison probable numéro 2, et c'est celle-là que je vais approfondir avec vous, parce que je suis un peu tanné de cabotiner. Pour la société d'aujourd'hui, en fait, les cégeps, à mon sens, c'est un grain de sable humaniste dans l'engrenage néolibéral. La création des cégeps, et là, je sens le besoin de remonter vraiment à l'origine. Donc, depuis que le monde est monde, la création des cégeps se fixait un certain nombre d'objectifs qui étaient, entre autres, d'élever la moyenne de fréquentation scolaire, d'assurer à tous et à toutes un meilleur enseignement et d'allier la formation générale et la spécialisation. Et donc, c'était un enseignement qui devait avoir lieu partout sur le territoire pour tout le monde, qui allait être, oui, spécialisé, mais aussi général. Puis c'est encore un peu ça, en fait, qu'on constate dans le réseau collégial, mais force est de constater qu'on les perd un peu et que tout ça s'égrène tranquillement depuis, aujourd'hui, 50 années, qu'on célèbre, mais qu'on commémore un peu en même temps, je dois le rappeler. Donc, en gros, si on se replonge dans le report parent, ce qui ressort vraiment le plus, c'est un idéal humaniste. Puis je vous en lis d'ailleurs un bout pour que vous sentiez vraiment l'essence, l'espèce d'état d'esprit qui était palpable à l'époque. Je vais reprendre mon souffle aussi, puis peut-être une gorgée d'eau à part de ça. Alors, je suis le rapport parent. On peut dire qu'une économie industrialisée et compétitive appelle une éducation plus longue pour tous. Ajoutons tout de suite que ces exigences de l'économie moderne rencontrent heureusement le point de vue de la philosophie spiritualiste, selon lequel la société doit donner à toute personne humaine l'occasion de se développer intellectuellement aussi bien que physiquement et moralement. Il faut affirmer hautement que chaque personne a droit d'accéder aux divers univers de connaissances, de développer pleinement ses aptitudes, d'exercer toutes les dispositions de son intelligence. C'est ainsi qu'elle s'épanouit dans ce que l'on peut appeler à juste titre l'humanisme complet. On est dans un rapport sur l'éducation au Québec. C'est qu'à l'époque, en fait, il y a tout un éparpillement, si on se replonge dans le contexte, il y a tout un éparpillement des programmes de formation. On a le cours classique, oui, mais on a aussi plein d'écoles de métiers, des instituts spécialisés, et vraiment la qualité de l'éducation, ça varie d'une place à l'autre, et c'est jamais la même chose qui se passe. Et là, on veut en fait tout rapailler ça et créer pour tout le monde, sur tout le territoire, une éducation de qualité, variée, multiple, diversifiée, etc. Je vous en lis un autre bout. Donc, sur le programme d'éducation, à plus proprement parler, il faut à la fois donner une meilleure formation générale à tous les élèves et leur faire commencer plutôt des études spécialisées. Il s'agit là d'une plus grande complémentarité et plutôt d'une complémentarité que d'une opposition. La spécialisation véritable s'appuie sur la formation générale et celle-ci enrichit celle-là. Il faudra créer des campus assez vastes pour offrir de très nombreux cours options. Première chose qui tombe, les cours options. Rapport parent, donc, c'est un rapport qui est porteur d'un projet qui entrevoit une alliance entre la main à plume et la main à charrue. Et si vous me suivez, en fait, c'est que c'est une multiplicité et une mixité des savoirs, mais c'est aussi une mixité sociale qu'on escompte au terme de tout ça, c'est-à-dire, bon, d'une part, oui, des écoles mixtes, mais
une fréquentation commune de diverses couches de la société. Et ça, c'est nouveau pour l'époque, ça ne s'est pas vu bien souvent auparavant. Pour voir ça, il faudrait qu'on revienne en fait à l'article 285 du rapport, où là, on s'imagine l'image, comment ça s'intitule? L'image de l'Institut idéal de l'avenir, et ça, c'est trippant rare. En fait, on dit 7 octobre aujourd'hui, vous passerez sur la rue Saint-Germain, vous irez chez vous après ça relire ça, c'est quelque chose d'assez pété. Mais bref, dans leur vision de l'éducation, ce qu'on constate, c'est qu'il y a évidemment une vision de la société qui cherche à créer en fait une grande communauté de gens avec des référents communs, des gens qui sont capables de réflexion d'une part, qui sont capables d'interagir les uns avec les autres, donc qui sont capables d'éprouver l'altérité, ce qui n'est pas toujours facile de nos jours, et des gens qui sont capables de s'appréhender comme faisant partie d'une société, d'une collectivité, d'une communauté. C'est tout un projet, ça. Créer une mixité sociale, fréquentation mutuelle de divers groupes sociaux, ça je vous l'ai déjà dit, et tout ça s'inscrit en fait dans la possibilité de rencontrer d'autres gens. Bref, créer un tissu de citoyens engagés. Alors concrètement, aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça dans les faits, et j'ai 2 raisons pour ça. D'abord, les 2 découlent des attaques du néolibéralisme. La première de ces raisons-là qu'on peut observer concrètement, c'est un changement de gouvernance à l'échelle du réseau des cégeps, c'est-à-dire en 67, on allait consulter, oui, les groupes socio-économiques, mais parmi tout un tas d'autres groupes pour déterminer la composition du conseil d'administration. De nos jours, on va déterminer 2 personnes de concert avec les groupes socio-économiques et on va réserver en plus de ça 2 sièges au conseil d'administration pour des gens qui sont dans les entreprises de la région. Qu'est-ce que ça donne? Bien, concrètement, vous avez à Rimouski le VP de TELUS qui est président du conseil d'administration. Je peux vous dire qu'on a un excellent programme en télécommunication. On a même des bourses pour les étudiants qui veulent s'y inscrire. Deuxième élément de faute, et c'est là que je vais prendre un petit peu plus de temps, c'est qu'on voit mollement depuis le début des années 80 le développement de créneaux régionaux dans le développement des cégeps. Créneaux régionaux, ça rejoint un peu avec l'idée de se brander en tant que région. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire, c'est, mettons, si on est à Gaspésie-de-la-Madeleine, OK, vous avez un cégep, on va vous donner les pêcheries, aquaculture, etc. Vous allez être les seuls à faire ça. Et nous, on espère que celui qui rêve finalement de travailler en aquaculture, qui habite en Outaouais, ben, il va venir finalement s'inscrire en Gaspésie-de-la-Madeleine et ça va régler tous les problèmes à l'échelle du réseau et les étudiants vont comme ça finalement circuler dans les cégeps et permettre au réseau d'atteindre une certaine pérennité. Or, on s'était dit ça au milieu des années 80, on avait créé les centres collégiaux de transfert de technologie. Début 2002, baisse de l'effectif étudiant, commission de l'éducation sur la fluctuation de l'effectif étudiant. On a des gros problèmes de financement des cégeps, surtout en région, parce qu'on a une formule qui est très compliquée, qui fonctionne bien si on est en période de croissance démographique. Dès qu'il y a une petite baisse, la formule fait que les cégeps sont définancés. Et définancés, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent pour assurer leur mission première. Bref, on se demande quoi faire. On dit, OK, on va accentuer finalement cette notion de créneau-là. On se met, grosso modo, à en créer davantage. Et là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose, les créneaux. Je veux dire, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais c'est qu'on est en train de soumettre, en fait, le fonctionnement du réseau des collèges au fonctionnement de l'économie. Et si vous regardez, bon, par exemple, il y a quelques années, ça fonctionnait très bien, l'aluminium. Vous allez à Sept-Îles, on a des programmes de transformation, de tout ça, trucs de minerais, secteur minier. Bien, Aluminerie Alouette, bien sûr qu'ils vont payer une partie d'un pavillon pour finalement faire former leurs employés. Avec finalement le gros tag Aluminerie Alouette sur le pavillon, et ça va être parfait, ça c'est de la belle philanthropie. En retour de ça, par contre, vous regardez au cégep de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, qui avait une spécialisation en foresterie. Allez revoir les rapports de 2009, après un peu post-crise, conflit du bois d'œuvre, juste après le dépôt du rapport Coulombe en 2004-2005. Sacrifice, ça a failli passer, cégep de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Hein? Il y avait plus d'enseignants qu'il y avait d'étudiants dans le programme et les cours se donnaient une session sur 2, 3, 4, 5, ça dépendait. Donc, développement régional, développement créneau, bonne idée, je ne sais pas. Mais tout ça, bref, ce que ça engendre, c'est un effet domino. On dit à combien? 2 minutes. Ah,
je recommence après. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça déclenche un effet domino où, à partir du moment où ça ne dérange pas, puis je ne vous ai même pas parlé où ça ne marche pas, puis je n'ai même pas parlé des CCTT, mais là où ça ne marche pas, on se dit, ah, ben là, si ça ne marche pas, on va renforcer les créneaux. Et là, c'est une espèce de pensée circulaire qui se met en marche, et les dominos, justement, se mettent à tomber les uns sur les autres. Donc, on entend, premièrement, dans le discours ambiant, bon, ben il faudrait bien qu'on travaille à favoriser, dans le fond, une meilleure adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Pourquoi? Ben parce que ça prend des jobs pour faire de la poudre, pour faire de la... Bon, tu sais, bon, une espèce de pensée circulaire qui va aussi s'aplanir jusque-là. Deuxième domino qui tombe, ben là, on se dit, OK, on va travailler une meilleure spécialisation, une surspécialisation des programmes techniques. Exemple, Abitibi-Témiscamingue, programme de technologie minérale, on a soumis carrément le développement du programme à l'évolution de l'entreprise. Donc, l'entreprise nous dit, moi, c'est rendu que je travaille avec ces machines-là, toi, il faut que tu enseignes à travailler avec ces machines-là. Qu'est-ce que ça fait? Bien, moi, je vais aller acheter les machines. C'est-à-dire, moi, le cégep, je m'en vais acheter les machines, ça coûte je ne sais pas combien d'argent. Vous êtes, par exemple, au campus de Rouyn-Noranda. On a ouvert la plus grosse usine-école au Québec, sinon au Canada. Tout le monde rêve d'avoir ça dans sa cour. 1,1 million de dollars pour un centre de formation qui va former à peu près 5 étudiants par session. La fonderie Horn paye 100 000 dollars là-dessus. Les étudiants, là, quand ils sortent de ce programme-là, ils ne vont pas travailler à 1000 places. Là. Ils vont à fonderie Horn. Donc, on est en train, finalement, de subventionner directement des formations pour les entreprises. Troisième domino, on dit ensuite, l'industrie change, il faudrait bien qu'on s'adapte. Ben, d'accord, hein, on va travailler à une meilleure adéquation au marché du travail. On va arrimer les programmes préuniversitaires à des objectifs de spécialisation. On va essayer de faire finalement des habiletés, des compétences transférables. C'est même plus transversal, c'est transférable. Des trucs qui sont applicables. Hein. Tu vas faire du français, ça va être du français de la science du minerai. Très bien, très bien. Moi, j'aimerais ça travailler en foresterie. Je tripe sur Jean Rivard Défricheur. Fait que c'est ça que j'enseignerai à toutes les sessions. 5e, 6e, 7e domino, c'est la fin de la boucle, mesdames et messieurs. Ça continue comme ça. Conclusion. Conclusion, pour que la société d'aujourd'hui puisse continuer, il faudrait justement qu'il y ait un désert d'humanisme, de grains de sable dans l'engrenage néolibéral si on veut faire de quoi avec le cégep. Et le cégep était censé à la base être un lieu de résistance, ce qu'il n'est plus nécessairement, ce qu'il n'a plus les moyens d'être, ce qu'il n'a plus les moyens financiers d'être. Les savoirs qui sont liés à l'humain, sciences humaines, la formation générale. Formation générale, c'est écrit, hein, cégep, Centre d'enseignement général et professionnel. Enseignement général, c'est écrit dans le nom des cégeps. Appelez-moi pas ça collège, je vous dis, je vous ramasse. Les savoirs liés à l'humain, c'est des détours inutiles. Puis l'humain, en fait, qui est au centre du projet des cégeps depuis la Révolution tranquille, depuis le rapport parent, bien, ça devient une embûche aux résultats économiques. Et c'est bien ça le problème, et les cégeps sont devenus ce stigmate-là. Résultat, on définance les cégeps, on les définance directement, on pourra en parler en discussion, parce qu'ils incarnent justement cet idéal-là. Dans notre rapport, en fait, ce qu'on a montré, c'est que ça coûte 2 fois plus cher former quelqu'un à Matane que ça coûte de le former au Dawson's College à Montréal. C'est normal, vous vous attendez pas à autre chose, je suis pas mal certain, puis on en parlera tantôt. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde dans le réseau sait, personne ne veut rien faire. Pourquoi? On s'en sac des régions, on s'en sac carrément. Et ce que ça donne, bien, en région, réduction de l'offre de formation, réduction des services offerts dans les cégeps pour les élèves, réduction du pouvoir d'action des cégeps dans son milieu, réduction de l'engagement des cégeps dans sa communauté parce qu'il n'est plus capable. Tout le monde est à bout de souffle, hein, Isabelle en a parlé. Même dans les cégeps, c'est la même chose, les enseignants sont épuisés. Parlez-en à Patricia. Donc, on s'est retenu de dire que le monde était lâche, mais dès qu'on perd de vue l'idéal humaniste qui était contenu dans le rapport parent, et je le réitère maintenant parce que pour moi c'est important de le faire, l'accès pour tous et pour toutes à un meilleur enseignement partout sur le territoire. C'est ça l'idéal, c'est ça qui était l'objectif des cégeps. Dès qu'on le perd de vue, bien vite, on va trouver que ça coûte trop cher d'offrir la formation générale en région. Bien, à ce moment-là, on peut se demander si on a envie de le faire encore. Bien, merci à mes 4 panélistes, un peu tannants qui dépassent le temps, mais ô combien passionnants à entendre. Donc, on va prendre une petite pause.
propose